Donc, Monsieur Chambéron, quelles sont vos origines sociales? De quel milieu êtes-vous issu? Ben, moi, je suis venu d'une famille qui comptait un certain nombre d'agents des professions libérales. J'avais un grand-père médecin. J'avais pas de paysans dans ma famille. Je l'ai regretté beaucoup parce que ça m'aurait servi dans ma carrière. C'est-à-dire que j'avais des racines paysannes, ça sert toujours, mais j'en avais pas. Enfin, ce sont des gens modestes. Et c'est dans ce milieu-là que j'ai vécu, soit à Paris, soit surtout en province, parce que j'ai été contraint de quitter Paris pendant l'autre guerre, celle de 14-18, parce que ma mère craignait que nous soyons bombardés, ce qui est arrivé, puisque moi j'habitais justement cette maison qui est au-dessus de vous, là, et l'église a été bombardée en 1918 par les tirs de la grosse Bertha qui tiraient de la forêt de Compiègne. Et ça fait beaucoup de morts, si bien que là, j'ai vécu à la campagne. Alors j'ai eu quelques racines campagnardes, mais moi je ne me plaisais pas beaucoup au milieu du bétail. J'étais pas très bon pour garder les vaches, des choses comme ça. Donc j'ai été très content de revenir à Paris, Mhm. où je me plaisais davantage dans la ville que dans la campagne. Et quelles étaient, avant la guerre, quelles étaient vos influences politiques? Par ma famille, je suis d'une famille de gauche. Je suis un homme de gauche, un laïc. Toute ma famille était composée de gens très attachés aux valeurs de la République, et en particulier mes grands-parents qui avaient participé à toutes les batailles au moment de la séparation de l'Église et de l'État, puisqu'un de mes grands-pères avait été emprisonné pour avoir organisé une manifestation devant une église pour la séparation de l'Église et de l'État. J'étais, disons, d'une famille de gauche. Donc on peut dire que avant la guerre, j'étais un enfant du Front populaire. Engagé dans le Front populaire, j'étais né dans un quartier qui était composé de différentes populations, ce qui vous ouvrait des horizons sur des gens qui n'étaient pas comme vous. Et c'est précisément en fréquentant la dissemblance qu'on a appris et qu'on était comme les autres. Mais j'étais un homme de gauche. D'accord. Et quelles étaient vos fonctions avant la guerre? Eh ben, c'est-à-dire, j'ai passé le concours d'entrée du ministère des Finances en 1937, et je me suis retrouvé, par le hasard des choses, au ministère de l'Air, alors que je n'étais pas destiné au ministère de l'Air. Mais je dois dire que je me préparais à être aviateur, alors je faisais de la préparation militaire en plus pour être aviateur. J'ai donc fini par échouer dans une base aérienne à Reims. Et un jour, je me suis retrouvé, pourquoi je ne pourrais pas le dire, au ministère de l'Air. Et au lieu de piloter les avions, je pilotais les dossiers avec les fonctionnaires auprès de qui je travaillais. Et c'est comme ça qu'un jour, on m'a proposé d'aller travailler au cabinet du ministre, que je connaissais de nom, mais que je n'avais jamais vu personnellement. Et c'est par un enchaînement de circonstances auxquelles on ne s'attend pas, parce que dans le dessein d'un individu, il y a toujours une part de choix, il y a toujours une part de hasard. C'est comme ça que j'ai rencontré Jean Moulin, quoi. Je n'avais aucune idée de ce qu'il... J'en avais entendu parler peut-être une fois quand j'étais au ministère de l'Air, parce que tout le monde le connaissait dans le ministère, mais moi je ne le connaissais pas. Et cette première rencontre, en fait, avec Jean Moulin, vous en gardez quel souvenir?
C'est-à-dire que c'est une rencontre qui a été déterminante pour toute ma vie, hein. Tout le reste découle de ma rencontre avec Jean Moulin. C'est très curieux comment je l'ai connu, parce que lorsque je suis arrivé au cabinet du ministre, je travaillais au secrétariat particulier du ministre. Dans un cabinet ministériel, il y a toujours un secrétariat particulier à côté d'autres fonctions qui sont occupées par des fonctionnaires qui sont des spécialistes du droit ou techniciens. Et moi, je travaillais avec un homme avec lequel je m'entendais bien parce qu'il venait de la même administration que moi. Donc ça nous avait rapprochés et politiquement, il était sur les mêmes bases que moi, ça nous avait rapprochés. Et un jour, je travaillais avec lui depuis 2-3 mois, il est tombé malade. Et j'ai été appelé par le collaborateur du ministre qui m'a dit vous allez remplacer M. Magnier qui est tombé malade. Et moi, ce collaborateur du ministre, je ne savais pas qui c'était. C'était Jean Moulin. C'est comme ça que j'ai connu Jean Moulin. Et je me suis tout de suite rendu compte que c'était pas une personne qui parlait pour ne rien dire. Il avait pensé que c'était bien que ce soit moi. Quand j'ai essayé de rétorquer que peut-être ça ne marcherait pas parce que j'allais me trouver en face de gens beaucoup plus âgés que moi, que je n'aurais pas l'autorité, il m'a dit ça c'est pas votre affaire, c'est notre affaire à nous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec lui. Donc la guerre est arrivée, la guerre nous a séparés, et c'est seulement après la guerre, au mois d'octobre 1940, que je vais retrouver Jean Moulin, parce qu'entre-temps j'avais été mobilisé, j'étais dans l'aviation. Nos avions avaient fini leur course dans un bled du sud de la Tunisie, parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin, quoi. Et c'est quand je suis revenu à Paris que Moulin m'a retrouvé. Et c'est à ce moment-là qu'il nous a expliqué, à Pierre Meunier et à moi qui travaillions avec lui, il nous a expliqué ce qu'il envisageait de faire. C'est-à-dire, après la décision de Pétain de le révoquer, il s'était donc trouvé libéré de tout engagement administratif. Il était repassé par chez lui, il était méridional, était revenu à Paris, et il m'a retrouvé parce que par Meunier, on avait des moyens de se recontacter. Et là, il nous a expliqué ce qu'il avait l'intention de faire. Son intention, c'était de procéder à un recensement des premières forces de résistance qui se manifestaient, et lorsqu'il aurait fait un inventaire assez sérieux, assez solide, d'aller trouver De Gaulle pour s'en entretenir avec lui. C'est comme ça que ça a commencé. Il n'avait pas entendu l'appel du 18 juin, moi non plus d'ailleurs. Lui, il était en train de mourir, pratiquement. Il n'est pas mort, mais il s'en est fallu de peu. Et moi, j'étais dans mon avion qui était au-dessus de la mer, beaucoup plus préoccupé d'arriver quelque part pour me poser que de m'occuper de ce qui se passait dans les nuages. Et justement, si une des premières missions donc, que vous avez avec Jean Moulin, c'était de recenser ces forces de la résistance. Oui, on s'était un peu partagé le travail. Moulin avait déjà des contacts avec des personnes dans la zone sud qui connaissaient mieux que nous parce qu'il était de cette région, il était de la Méditerranée. Alors on avait donc, lui, il s'était réservé les contacts dans ces zones qu'il connaissait, et nous, Manès, Meunier et moi, plutôt dans la zone occupée, c'est-à-dire la région de la Picardie, où Moulin avait laissé un certain nombre d'amis, parce qu'il avait été sous-préfet d'Amiens, de la Somme autrefois, donc il avait des relations. On a commencé comme ça. Mais il faut dire que dans les premières semaines, c'était pas très glorieux, parce que pour rencontrer des gens qui vous disent j'ai l'intention de faire quelque chose, il n'y en a pas beaucoup. Et souvent d'ailleurs,
des gens que vous aviez connus avant la guerre et qui vous avaient laissé un bon souvenir avaient un petit peu modifié leur attitude après l'armistice. Ils ne voulaient plus trop se mouiller de la même façon Oui, c'est-à-dire que ils hésitaient, quoi. Ils pensaient que ça allait durer très peu de temps l'occupation, que Pétain c'était un recours, que après tout ça aurait pu être pire. Il fallait bien accepter les conditions désagréables de la vie, etc. Mais s'engager davantage, ça viendra plus tard. D'accord. Et justement, ce qui a commencé comme un recensement du potentiel de résistance du pays, c'est ce qui a donné naissance plus tard au CNR. Oui, c'est un processus assez long. La première phase, la première période, c'est les premiers contacts avec ce qui existe. Alors, ce qui existe, en particulier dans la zone sud, c'est-à-dire la zone qui n'était pas occupée, puisque la France était coupée en plusieurs zones, on dit toujours en 2 zones en fait. Il y en avait beaucoup plus de 2, je crois qu'il y en avait 6 ou 7, il y avait une zone sud, une zone nord, des zones interdites, des zones militaires, etc. Il y avait donc 2 zones. Une zone sud qui était non occupée, que dans le langage populaire on appelait la zone nono, non occupée, quoi. Et puis il y avait la zone nord, dont la frontière allait grosso de Biarritz à Givet, comme ce qu'on apprenait dans la géographie quand j'étais gosse, une ligne de Givet à Bayonne qui coupe la France en 2, et les plaines, les montagnes, etc. Et bien entendu, les Allemands s'étant réservé la partie industrielle la plus importante, les parties aussi riches comme les charbonnages, et également les côtes de l'Atlantique et de la Manche. Tout pouvait venir un éventuel débarquement, ce qui arrivera mais 3 ou 4 années plus tard. Et je dois dire que la différence qu'on pouvait immédiatement sentir entre la zone sud, dite zone libre, et la zone nord, c'est que dans la zone nord, la répression, on la sentait tout de suite. C'était la Gestapo et c'était la police française qui était souvent pleine de zèle et dont la connaissance du terrain a été très largement utilisée par les Allemands eux-mêmes. Et dans la zone sud, il y avait une police, mais qui n'avait pas les mêmes objectifs. Dans la zone sud, on recherchait surtout les communistes, les juifs, dans la zone nord aussi, mais ce qu'on a appelé plus tard les gaullistes, les résistants, etc., on ne s'en préoccupait pas beaucoup parce qu'on considérait sans doute que ça ne s'était pas développé de telle sorte que ça pouvait présenter un inconvénient ou un danger pour les institutions. Donc, le phénomène résistant s'est développé plus facilement dans la zone sud que dans la zone nord. Parce que, on le voit dans les contacts qu'on pouvait avoir avec les uns et les autres, tout de suite, l'apprentissage qu'on faisait automatiquement de la prudence, de ne pas faire un certain nombre de choses. Parce que au début, il n'y a pas de groupe clandestin organisé. J'ai entendu parfois parler des maquisards de 1942. Enfin, il n'y a jamais eu de maquis en 1942. Les maquis viendront en 1943 au moment de la loi sur le travail obligatoire. Avant, il n'y a pas de maquis. Mais dans la zone sud, les contacts seront plus ouverts, plus faciles, parce que la police est quand même, au début, moins curieuse que les Allemands ne le sont dans la zone qu'ils contrôlent. Ce qui permettra à Moulins de prendre des contacts et de rencontrer des gens, et c'est comme ça qu'il va s'introduire peu à peu
dans des milieux résistants et réaliser qu'il y a là des forces qu'il est nécessaire de recenser, et c'est sur la base de ce recensement qu'il a l'intention d'aller voir De Gaulle. Alors il ira voir De Gaulle à la fin de l'année 41, après beaucoup de difficultés, parce que d'abord il n'a pas de passeport. La femme de Pierre Cotte, l'ancien ministre de l'Air chez lequel nous travaillions avant la guerre, la femme de Pierre Cotte est une Américaine avec beaucoup de relations aux États-Unis et dans l'Amérique du Sud. Donc elle a procuré des tas de faux papiers, soit par les États-Unis, par les services diplomatiques des États-Unis, soit par d'autres pays comme la Suisse, etc. Et Moulin finit par avoir une carte d'identité avec comme profession professeur à l'université de Harvard. On l'a fait naître à Péronne, parce que je disais à Péronne, il n'y avait pas d'état civil. L'état civil avait été complètement détruit pendant la guerre au mois de mai 40. Donc, si on vous arrêtait avec des papiers portant la mention d'origine de Péronne, on ne pouvait pas remonter plus loin parce qu'il n'y avait pas de traces. Donc, c'était un peu une garantie. Et le passeport de Moulin avait été établi grâce au colonel Manès, parce que le colonel Manès est un bonhomme qui avait énormément de relations et qui connaissait des tas de préfets plus facilement que Moulin, parce que Moulin était révoqué, il ne pouvait pas se présenter auprès de ses anciens collègues qui savaient qu'il était révoqué, que la police ne le recherchait pas à l'époque encore, mais il était interdit de sortir du territoire, il ne pouvait pas sortir. Donc Manès avait fini par obtenir un vrai passeport pour Jean Moulin et obtenir des visas d'entrée en Espagne, au Portugal et aux États-Unis pour qu'il prenne son poste de professeur. Vous n'y avez jamais été. Et quand le moment est arrivé où Moulin pouvait partir en Angleterre, on a découvert un truc qu'on ne connaissait pas, auquel on n'avait pas fait attention parce que ça n'existait pas avant la guerre. Il fallait pour quitter la France un visa de sortie délivré par l'administration sur votre passeport. Si vous n'aviez pas de visa de sortie du territoire, la police des frontières ne pouvait pas vous autoriser à sortir. Et Moulin n'avait pas ce visa de sortie. Alors c'est une histoire incroyable, mais Moulin, qui avait de l'imagination, est allé à la sous-préfecture de Grasse, parce qu'il était de cette région, pas loin, de Grasse, et il a demandé à voir le sous-préfet. Et le chef de cabinet du sous-préfet lui a expliqué que c'était une demande importante, un visa de sortie, qu'il ne pouvait pas lui répondre tout de suite, de toute façon que le sous-préfet était très occupé, etc. Ça prendrait du temps. Et Moulin, très gentiment, avait dit aux fonctionnaires, vous savez, si ça prend du temps, moi je ne suis pas très pressé, hein. Il ne faut pas vous gêner. Si vous voulez aller voir votre patron, le sous-préfet, allez-y. Et pendant que le fonctionnaire est allé voir le sous-préfet, Moulin a ouvert ses tiroirs, il s'est procuré tous les pompons qu'il y avait dans le tiroir, et il a collé sur son passeport les visas de sortie qui étaient nécessaires pour sortir. Et c'est comme ça qu'il est parti en Espagne, ensuite au Portugal, où il a pris contact avec les Anglais, et qui s'est retrouvé à Londres. Et là, il a rencontré De Gaulle. Et il a expliqué à De Gaulle ce qu'il avait l'intention de faire. Et ça correspondait exactement à ce que De Gaulle, de son côté, avait l'intention de faire. Et il s'est trouvé entre les deux hommes, n'est-ce pas? C'est cet extraordinaire qui n'était pas du tout de même origine, parce que De Gaulle était un catholique fervent du Nord. Moulin était un laïc, plutôt anticléricain sur les bornes, mais ils avaient le même sens de l'État, la même vision de l'intérêt de la France, et ils se sont accordés. Et c'est ainsi que lorsque Moulin est rentré au mois de
au printemps de 1942, il avait reçu la mission de Moulin de former un comité restreint, une union entre les organisations qui existaient dans la zone, une première union, dont il serait le président, en attendant que les circonstances permettent un rassemblement plus large des forces dans les autres pays. Et limité à la zone nord, à la zone sud, puisqu'il n'y avait rien d'autre ailleurs. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça, c'était sa première mission. C'était sa première mission. Hein. Qu'il tenait directement du général de Gaulle. Oui. La deuxième mission, il était retourné à Londres, où de Gaulle l'avait demandé, et il est revenu avec une mission qui avait étendu sa mission à Louis Moulin, c'est-à-dire à tout le pays. Il était le seul et unique représentant de Gaulle pour la France entière. Et chargé, dans cette deuxième mission, de la préparation des conditions d'organisation d'un Conseil national de la résistance, qui regrouperait les organisations de la résistance qui existaient déjà, auxquelles seraient adjoints les partis politiques républicains qui se reconstituaient peu à peu après la crise du mois de juillet 40, et les syndicats clandestins qui étaient essentiellement les syndicats qui restaient autour de la CGT qui avait éclaté en 1939, et puis des syndicats, de tendance socialiste, et puis des chrétiens. Ce sont les deux forces syndicales. Il n'y avait pas de grands problèmes dans les milieux de la résistance pour aboutir à cette union. Le problème n'était pas là. Le problème était qu'il y avait une hostilité chez certains dirigeants de la résistance de laisser entrer dans le Conseil national de la résistance les représentants des partis politiques. Parce que les partis politiques, c'est vrai pour un certain nombre, discrédités lors du vote du 10 juillet 40 en faveur des pleins pouvoirs à Pétain, que d'autre part, il y avait chez certains dirigeants de la résistance dans le zone sud une forte tendance anticommuniste et on ne voulait pas des communistes. Enfin, bref, ça a été un débat très long. Et puis, De Gaulle a fini par trancher parce que De Gaulle, on a très longtemps dit c'est Moulin qui a ramené les partis politiques. C'est pas vrai, c'est pas Moulin. Ce sont les anti-Moulins d'aujourd'hui qui disent ça, mais c'était pas dit. De Gaulle a dit, dans un discours assez retentissant et dans une déclaration en 1942 ou 1943, les Américains commencent à me poser des questions sans cesse, mais quelles sont devenues vos forces politiques? Parce que pour les Américains, il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de parti politique, s'il n'y a pas de syndicats. Or, les syndicats et les partis politiques, ils avaient disparu de la France de Vichy. Et on ne peut pas dire que les mouvements de la résistance qui s'étaient reconstitués pouvaient prétendre représenter les partis politiques parce qu'ils étaient même plutôt contre. Et De Gaulle avait quand même fini par ses envoyés spéciaux, particuliers, à influencer un certain nombre de responsables de la résistance qui avaient accepté que les partis politiques se joignent en effet aux autres mouvements et syndicats. C'est ce qui s'est fait donc le 27 mai. Il a fallu quand même, entre le moment où Moulin va faire son premier voyage, c'est-à-dire en octobre 1941, et la réunion du Conseil national de résistance, je pense quand même 2 ans. Ça ne s'est pas fait comme un éclair dans un ciel serein, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'était des processus très longs, avec des problèmes complexes, en particulier dans la première rencontre que Moulin avait eue avec De Gaulle en 1940, De Gaulle avait beaucoup insisté sur la nécessité de séparer l'action politique de l'action militaire. De Gaulle ne voulait pas que les mouvements de la résistance soient en même temps des mouvements politiques, des mouvements militaires, c'est-à-dire il souhaitait que les mouvements militaires
soient des mouvements militaires placés sous la direction de militaires et non pas confiés à des gens qui, De Gaulle, voyait souvent plus des aventuriers qu'autre chose, il faut dire. Et c'est ce qui va amener à la création de l'armée secrète à partir des éléments qui ont été formés par les mouvements de la zone sud, c'est-à-dire francs-tireurs, combat et libération, qui vont fondre ce qu'ils appellent leur corps front dans une seule organisation, et c'est ultérieurement qu'on y joindra les FTP et qu'on fera les FFI. Mais ça, les FFI, ça viendra beaucoup plus tard. En vérité, les seuls qui peuvent dire FFI, ce sont les FFI de 1944, qui étaient des vrais FFI, puisque la décision de créer des FFI est une directive de Londres de Gaulle de 1944, mais pas avant. Voilà en gros le schéma, voilà comment ça s'est fait. Bon, restait, qui a fait l'objet de nombreux livres, de nombreux commentaires, souvent plus ou moins justes d'ailleurs, restait à réunir les gens. Parce que c'est pas le tout de décider qu'on va réunir les représentants de toc toc toc, c'est-à-dire 20 ou 22 personnes, mais où est-ce qu'on va le faire? Il ne faut pas oublier que le nombre de policiers dans la zone occupée, français, allemands, etc., était considérable. Et donc, réunir dans un appartement comme ici 5 ou 6 personnes à l'époque, c'était déjà très très compliqué. Donc, c'est un tour de force. Et Moulin avait demandé à Meunier, moi-même, de nous occuper de l'organisation de cette réunion. Il a fallu, bien entendu, faire preuve un peu d'imagination, même beaucoup, et puis surtout prendre des précautions que souvent on oublie prendre, mais enfin, le danger, ça vous oblige aussi à prendre des précautions, à être moins sûr de soi, faire davantage attention à ce qui se passe autour de vous. On a quand même fait cette réunion. On avait beaucoup hésité pour savoir chez qui on la ferait. Il fallait trouver la personne qui accepte de prêter son appartement. Mais si la réunion dégringolait et que l'armée allemande arrivait dans l'appartement, foutait tout dans l'air, le propriétaire de l'appartement, il était sûr d'être fusillé. Donc, ça vous donne à réfléchir quand même. Quand on vous dit, tu me prêtes ton appartement, mais si ça va pas bien, tu risques d'être fusillé, ta femme, tes gosses, etc. Ça réfléchit. Enfin, on avait trouvé un homme qui était très courageux, qui avait été au cabinet de Pierre Cotte aussi avant la guerre avec nous, qui est un haut fonctionnaire des finances et qui était trésorier et payeur général du Loiret, mais qui habitait Paris dans le 6e. Et on lui avait expliqué, pas complètement, parce qu'on n'expliquait jamais tout complètement. On avait expliqué qu'on avait besoin de son appartement, que c'était une nécessité patriotique, etc. Mais qu'il serait bien si sa femme allait un peu à la campagne pendant quelques jours, et son fils qui avait 12 ans, quelques jours. Et éventuellement, après, on verra avec lui si on pouvait cambrioler sa trésorerie, parce qu'il y a toujours beaucoup d'argent dans les trésoreries. Et s'il nous avait facilité le cambriolage de la trésorerie, c'était quelques millions qui tombaient dans la caisse de la Résistance. Il faut penser à tout. Donc on a fait la réunion chez lui. Alors c'était un peu compliqué, parce que nous avions le feu vert de Moulin. Moulin nous faisait une entière confiance. On avait travaillé ensemble avant la guerre, on se connaissait, donc il nous faisait confiance. Mais il savait que s'il nous donnait une mission à remplir, nous la remplirions, mais c'est nous qui fixerions les conditions dans lesquelles cette mission devait s'effectuer. Donc on a dit, on fera la réunion à tel endroit, mais personne ne saura à l'avance où aura lieu la réunion. On va convoquer les gens à suffisamment de distance de la réunion, suffisamment de temps, et on ira les pêcher un par un ou deux par deux, et on les amènera à la réunion. Mais ils ne sauront pas à l'avance. Et comme ça, personne ne savait. Et en effet, il y a des gens qui se sont retrouvés, qui se connaissaient, moi-même. La première fois que
on m'a mis en contact avec le représentant du comité central du Parti communiste. Ben, il m'a dit, je m'appelle Mercier. Il s'appelait pas Mercier, je m'appelle, je sais pas comment. Je m'appelle machin chouette, peu importe. J'ai dit bravo, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Et puis, quand j'ai discuté avec lui, qu'on s'est mis d'accord sur les conditions dans lesquelles il viendrait à la réunion, nous nous sommes quittés, puis en partant, je disais quand même, c'est curieux, je sais bien qu'il ne s'appelle pas comme ça. Il était député d'arrondissement d'à côté de chez moi quand j'étais jeune, donc je le connais. Et un autre jour, c'est le représentant de l'Humanité Dimanche qui m'a dit, je m'appelle un tel. Je n'avais pas l'honneur de vous connaître, mais il était député de mon arrondissement. Et j'avais fait la campagne électorale avec lui. Donc je le connaissais, donc je savais qu'il ne s'appelait pas comme ça. Mais c'est ça la résistance. Et il s'est retrouvé des gens à la réunion de la rue du Four qui se connaissaient de nom, qui s'étaient vus quelquefois à l'Assemblée nationale. Il y avait Bastille qui était député avant la guerre. Il y avait Le Troquer qui était député. Il y avait, je ne sais pas, encore un ou deux qui avaient été plus ou moins dans les milieux parlementaires. Ils se connaissaient et ils se retrouvent là. Bon, maintenant, évidemment, la mémoire, quelquefois, se trompe. J'ai ici le compte-rendu ou un ouvrage d'un résistant authentique qui rend compte de sa participation à la réunion historique du 27 mai 1943 rue du Four. Et il dit en gros ceci: j'étais à peu près sûr, d'après ce qu'on m'avait dit, qu'à cette réunion il y aurait que des communistes. Et j'avoue que j'y allais avec beaucoup d'appréhension. Et quand je suis arrivé, quelle a été ma surprise et ma joie de voir le bon visage de mon ami et camarade Daniel Meyer, le secrétaire général du Parti communiste. Il a écrit ça 20 ans après. Je lui ai envoyé une lettre. Je lui ai dit, mon cher machin, on était des copains, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ton ouvrage sur la réunion du 27 mai, mais quelle chance tu as eu de rencontrer le secrétaire du Parti socialiste de l'époque, parce qu'il n'y était pas. Toi seul, tu l'as vu. Moi, j'y étais, il n'y était pas. Je t'ai vu, tu m'as vu, et tu l'as vu lui, et personne ne l'a vu puisqu'il n'y était pas. Parce qu'il est arrivé au Conseil national que 4 mois après. Et à ce moment-là, tu étais arrêté, tu étais déjà dans un camp de concentration. Ben, il a cru le voir. Il a cru le voir. Et on a colporté souvent des témoignages de cette nature, parce que on a reconstitué un peu ce qui s'est passé. Alors moi, je m'efforce toujours, quand je parle de ne pas reconstituer. Je parle de ce que je connais, je parle de ce que j'ai vécu, je parle de ce qui a été mon travail, etc. Alors, je dois dire que lorsque Moulin va être arrêté, Moulin s'est arrêté au mois de juin de 1943. Le CNR, il a été créé à Londres, mais sans aucune sorte de précision, comment il allait fonctionner. Il y avait 2 secrétaires généraux, Pierre Meunier et moi, que Moulin avait nommés. Mais il faudra attendre le mois d'août de 1944 pour que notre fonction devienne officielle. Donc, elle n'était pas officielle, elle était reconnue par tout le monde, mais elle n'était pas officielle. Parce qu'il n'y avait pas, dans la résistance, quand on crée une organisation, une structure, c'était pas le ministère de l'Agriculture ou le ministère du Travail. On n'avait pas des bureaux, on n'avait pas des fonctionnaires. Pensez qu'on n'avait pas de bureau, on n'avait pas de téléphone. Quand je parlais tout à l'heure de la difficulté de se réunir, après l'arrestation de Moulin, nous n'avons réuni le CNR en tant que grande enveloppe de 20 personnes que 3 fois jusqu'à la libération. C'était trop compliqué, trop dangereux. Réunir 20 personnes, c'est pratiquement un schéma impossible. Et en revanche, on avait créé un petit bureau exécutif qui représentait tout le monde, mais qui travaillait autour du président qui était Bidault à l'époque,
mais ça impliquait une réunion au moins une fois par semaine. Donc il fallait trouver des logos. Un jour, Meunier et moi qui étions chargés de ce truc-là, on ne trouve pas de logo. Et on dit à Bidault, écoutez, on a fait chou blanc, on ne trouve pas de local. Personne ne veut prêter son appartement. Ces gens sont gentils, ils sont bien, ils sont tout à fait d'accord avec nous, mais au-delà, zéro. Et Bidault, qui était un homme précieux, qui avait toujours une solution dans sa poche, c'était vraiment un professeur éminent, hein, je dis ça à notre ami Blondeau. Bidault dit, c'est pas grave, j'ai des amis à Vichy qui n'habitent pas en ce moment, ils vont nous prêter un appartement. Bon, ils nous ont prêté un appartement. Je suis allé voir l'appartement avec Pierre Meunier. C'était pas comme ici, peut-être 5-6 fois grand comme ici, quoi. Et ça nous semblait quand même grand. On était 8 et ça nous semblait énorme. Et nous avions fait appel à notre sécurité. Nous avions une sécurité à nous qui était composée de 2 commissaires de police que nous avions fait basculer dans la résistance et sortir de la police, et puis 1 ou 2 gunman, comme disent les Américains. Il fallait bien quelqu'un qui tire aussi. Hein. C'est pas le tout de faire un système de sécurité si personne ne sait tirer avec un revolver. Et nous avons donc commencé la réunion à 2h30 dans cet appartement. Il y avait 30 minutes que nous étions là. On sonne à la porte. Nos commissaires ouvrent la porte. Ils se trouvent en face d'une douzaine de policiers en tenue qui tombent en arrêt devant la table où notre service de sécurité avait déposé la mitraillette, le revolver, etc. Heureusement, nos commissaires de police étaient des vrais commissaires de police avec leur carte de commissaire. Et ils ont dit, ne vous inquiétez pas, on est sur un coup qui touche aux intérêts de l'État, c'est nous faire, on a les choses en main. Et puis ils ont éconduit gentiment les policiers, et en même temps on a profité que les policiers prenaient l'ascenseur pour prendre l'ascenseur suivant et foutre le camp. Mais on a voulu savoir ce qui s'était passé, et on l'a su après. Parce qu'on avait quand même, par ces commissaires qu'on faisait passer chez nous, on avait quand même des relations dans la police. Eh bien c'est simple. Les gens qui habitaient en dessous, ils avaient entendu du bruit. Ils avaient téléphoné à la police en disant « il y a des cambrioleurs dans l'appartement au-dessus de chez nous ». Et comme c'était des appartements qui vaudraient aujourd'hui, je ne sais pas, 2-3 millions d'euros, vous pensez bien que si ça avait été un appel d'un HLM d'Aubervilliers, la police, elle aurait dit on n'en a rien à foutre et on a autre chose à faire. Mais quand il s'agissait de défendre dans le 8e arrondissement des valeurs aussi fortes qu'un appartement de cette ampleur, ils se sont précipités. Et c'est parce que les gens ont entendu du bruit qu'ils ont prévenu la police. Et c'est ça, ce qu'on appelle la chose à laquelle on ne peut pas sortir, c'est l'iceberg, ça. Quand vous vous cognez dedans, c'est trop tard, il est déjà sorti.